Mes frères, mes sœurs, une question revient constamment dans le débat public algérien et il est temps de l'examiner sérieusement. Pourquoi l'Algérie continue-t-elle à consacrer autant d'argent à son armée ? Pour certains, c'est une question de fierté nationale. Pour d'autres, c'est une nécessité de dissuasion. Mais pour beaucoup, ces investissements ressemblent surtout à un immense gouffre financier. Alors, s'agit-il d'une priorité parfaitement justifiée ou d'une obsession extrêmement coûteuse ? La question mérite d'être posée. Mais avant d'y répondre, il faut simplement regarder la carte. À l'ouest, l'Algérie fait face à un voisin instable soutenu par des puissances étrangères qui lancent régulièrement des missiles en direction de nos frontières. Des missiles provenant directement de Tel Aviv. Des drones pénètrent également sur notre territoire, obligeant nos forces à les abattre. À cela viennent s'ajouter des campagnes médiatiques organisées pour salir l'image du pays. Au nord, la situation n'est guère plus rassurante. La Méditerranée est devenue un champ de bataille silencieux, où s'affrontent les intérêts des grandes puissances. Face à toutes ces menaces, la réponse d'Alger semble claire. Le débat n'est désormais plus seulement budgétaire. Il touche directement à l'existence, à la sécurité et à la souveraineté du pays. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter en détail la doctrine de défense algérienne, sa logique, ses instruments et ses principaux choix stratégiques. Nous allons comprendre pourquoi, dans la vision algérienne, aucun développement social, aucun système éducatif et aucun système de santé ne peuvent réellement exister sans souveraineté. Et pourquoi aucune souveraineté ne peut être garantie sans une armée forte. Mais avant d'aller plus loin, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette doctrine. La sécurité doit-elle passer avant toutes les autres priorités? Ou un pays peut-il se développer autrement qu'en misant sur la puissance de feu? Nous lisons chacun de vos commentaires. Commençons par ce qui constitue le cœur même de la doctrine algérienne. L'idée autour de laquelle s'organise toute la réflexion stratégique du pays. Sans une armée nationale populaire forte, il ne peut y avoir de souveraineté algérienne. Et sans souveraineté, la santé, l'éducation ou encore le développement humain perdent tout leur sens. Car un peuple incapable de se défendre finit inévitablement par devenir un peuple soumis à ses voisins. À Alger, l'investissement dans l'ANP n'est donc pas considéré comme une dépense qui entrerait en concurrence avec les politiques sociales. Il est au contraire présenté comme la condition indispensable à leur existence. Aucun développement n'est possible sans sécurité. Et un pays privé d'autonomie stratégique ne possède aucune véritable liberté de décision. L'armée devient ainsi le garant silencieux de tout ce qui se construit derrière elle. Les écoles, les hôpitaux, les usines, les routes et l'ensemble des infrastructures nationales. Ce choix répond à une vision très précise, celle de l'indépendance technologique. L'Algérie ne veut pas simplement disposer d'armes. Elle veut posséder des équipements sur lesquels aucune puissance étrangère ne puisse exercer un droit de regard, imposer une restriction ou utiliser un droit de veto. La logique défendue est donc claire. L'Algérie n'investit pas dans la guerre. Elle investit dans la paix, dans la sécurité et par-dessus tout, dans son indépendance. Une indépendance qui ne peut être protégée que par une capacité de dissuasion suffisamment crédible pour décourager toute menace à n'importe quel moment et sur l'ensemble des frontières du pays. Pour saisir pleinement cette doctrine, il faut d'abord observer l'environnement géopolitique dans lequel elle prend forme. Et du point de vue d'Alger, le tableau est loin d'être rassurant. À l'ouest, le voisinage est considéré comme instable, marqué par des tensions anciennes que des influences étrangères continuent d'alimenter. À ces rivalités traditionnelles s'ajoutent désormais des menaces hybrides, drones, cyberattaques,
campagnes médiatiques et opérations d'influence. Un ensemble de dangers nouveaux qui ne ressemblent plus aux guerres classiques du XXe siècle. Au nord, la Méditerranée est elle aussi redevenue un véritable échiquier stratégique. Les grandes puissances y croisent leurs intérêts, leurs ambitions et leurs rivalités, dans un espace où les enjeux dépassent largement les frontières de la région. Dans un tel contexte, l'armée nationale populaire est présentée comme un bouclier absolument indispensable. L'argument avancé est simple, presque brutal. Sans armée, il n'y a même plus d'hôpitaux à protéger. Mais l'objection mérite également d'être entendue, car elle est parfaitement sérieuse. Chaque dinar consacré à un missile est un dinar qui n'est pas investi dans une école. Chaque dinar dépensé pour un radar ne finance ni la diversification économique, ni le développement social. Ce coût d'opportunité existe réellement. Il serait malhonnête de prétendre le contraire. La doctrine algérienne défend néanmoins une autre hiérarchie des priorités. Selon cette vision, sans sécurité, il ne peut exister ni développement durable, ni service public solide. L'investissement militaire n'est donc pas considéré comme une fin en soi, mais comme la condition préalable à tout le reste, et comme le garant ultime de la liberté de décision du pays. Au cœur de cette stratégie se trouve la dissuasion, rendre le prix d'une éventuelle agression si élevé que personne n'ose même l'envisager. C'est selon cette doctrine le coût nécessaire pour préserver l'indépendance conquise en 1962. Une indépendance qu'Alger considère encore aujourd'hui comme exposée à de multiples menaces. Une question de fond demeure pourtant, et elle peut être posée légitimement sans nier la nécessité pour un pays de se défendre. Dans un monde marqué par la mondialisation, les interdépendances économiques et des défis qui dépassent largement les frontières nationales, la souveraineté se résume-t-elle encore à la capacité de repousser une invasion ? À force de considérer la puissance militaire comme la garantie principale de l'indépendance, ne risque-t-on pas de s'enfermer dans une lecture exclusivement militaire du monde ? Cette volonté d'indépendance apparaît très concrètement dans un domaine stratégique, le choix des fournisseurs d'armement. Russie, Chine, Inde, Pakistan. Cette orientation n'a évidemment rien d'un hasard. Certains pourraient l'interpréter comme un simple message politique, comme une manière d'afficher un rejet de l'Occident, des États-Unis ou de l'Europe. Mais du point de vue d'Alger, l'argument avancé est avant tout technique et stratégique. Selon cette logique, ses partenaires fourniraient des équipements dépourvus de verrous politiques ou de systèmes de contrôle étrangers susceptibles d'être activés à distance en cas de crise. L'objectif est clair, garantir qu'en toutes circonstances, le bouton reste entre les mains de l'Algérie. Il s'agit donc d'une recherche d'autonomie décisionnelle presque absolue dans le domaine le plus régalien qui soit, celui de la défense nationale. Les avions, les radars et les différents systèmes de défense du pays doivent fonctionner sous commandement algérien, selon des décisions algériennes et uniquement sous l'autorité de l'Algérie. C'est précisément sur ce point que la différence avec les armées équipées par Washington devient essentielle. Dans certains cas, une simple restriction politique ou une mise à jour logicielle peut suffire à immobiliser des appareils en pleine période de conflit. À Alger, la priorité est donc de conserver le pouvoir de décision entre des mains exclusivement algériennes. Mais une interrogation demeure. Cette autonomie est-elle réellement totale ? Remplacer une dépendance potentielle envers Washington par une autre envers Moscou ou Pékin représente-t-il vraiment un gain de liberté absolue ? Pour des systèmes militaires aussi complexes, les liens de dépendance technique ne disparaissent jamais complètement. La maintenance, les pièces détachées, les mises à niveau et l'assistance technologique
reste indispensable. La dépendance change peut-être de forme de partenaire ou de nature, mais elle continue d'exister. Du point de vue d'Alger, toutefois, le risque d'un blocage politique ou d'une interruption soudaine des livraisons serait plus faible avec des partenaires non occidentaux. À défaut d'être totalement indépendante, cette relation serait au moins jugée plus stable, plus prévisible et plus durable dans le temps. Il s'agit donc d'un véritable pari stratégique nourri par une méfiance historique envers l'Occident et par une lecture précise des rapports de force mondiaux actuels. Une manière pour l'Algérie de tenter de se protéger autant que possible contre les pressions politiques occidentales. Voyons à présent comment cette doctrine prend forme concrètement sur le terrain, en commençant par l'un de ses piliers essentiels, l'aviation. La force aérienne de combat algérienne repose avant tout sur les Sukhoi Su-30 MKA. Polyvalent, robuste et capable d'opérer sur de longues distances, il constitue véritablement la colonne vertébrale du dispositif aérien national. Autour de cette ossature viennent s'ajouter plusieurs appareils aux missions plus spécifiques. Les Su-34 sont destinés aux frappes stratégiques à longue portée, tandis que les Su-35 ont été conçus pour assurer la supériorité aérienne, notamment grâce à leurs radars particulièrement puissants. Ces avions russes restent efficaces, mais il faut également reconnaître qu'ils commencent à montrer un certain vieillissement face aux nouvelles générations d'appareils développés dans d'autres régions du monde. C'est justement pour répondre à cette évolution technologique qu'une montée en gamme est annoncée. Le Su-35 constitue déjà une amélioration importante, mais c'est surtout l'arrivée espérée du Su-57 qui pourrait véritablement modifier l'équilibre. Présenté comme un avion de 5e génération, équipé de capacités avancées en matière de furtivité et de guerre électronique, il représenterait un saut qualitatif majeur, voire un véritable changement de paradigme à l'échelle régionale. Il faut néanmoins conserver un regard lucide. Le Su-57 demeure encore dans une certaine mesure l'arlésienne de l'aviation russe. Il suscite énormément d'attentes, mais également de nombreuses interrogations. Sa disponibilité réelle, sa fiabilité dans des conditions opérationnelles concrètes et l'efficacité de sa furtivité face aux systèmes modernes de détection restent encore à démontrer. Tout cela reste encore à démontrer. Au-delà des performances annoncées, l'intégration de ces appareils et leur maintenance représente un défi technique et logistique considérable. La véritable question est donc la suivante. S'agit-il d'un outil militaire réellement crédible ou d'un symbole politique extrêmement coûteux? L'ambition algérienne irait même plus loin, puisqu'elle évoquerait également le Sukhoi Su-75 Checkmate, un projet russe plus léger, avec à terme la possibilité d'un assemblage local en Algérie. Mais l'assemblage local reste le grand classique des promesses de transfert de technologie. Il est souvent beaucoup plus facile de l'annoncer que de le concrétiser, surtout lorsqu'il s'agit des composants et des technologies les plus critiques. Il faudra donc attendre pour savoir si cette ambition se traduit un jour dans les faits. Passons maintenant sous la mer. Dans ce domaine, l'un des principaux atouts de l'Algérie repose sur ses sous-marins de classe Kilo, eux aussi d'origine russe. Dans le jargon militaire, ils sont surnommés les trous noirs, en raison de leur discrétion acoustique exceptionnelle. La logique derrière ce choix est simple, mais redoutablement efficace. Quelques unités seulement peuvent suffire à rendre toute approche navale hostile extrêmement dangereuse. C'est ce que l'on appelle le déni d'accès maritime. Le sous-marin est par définition l'arme du faible qui devient fort. Lorsqu'il est silencieux, bien commandé et correctement employé, un seul bâtiment peut paralyser toute une flotte ennemie. Il s'agit donc d'une capacité de dissuasion asymétrique particulièrement redoutable. Mais là, encore la même question se pose que pour l'aviation, celle de la qualité des équipages de l'entraînement et de la maintenance. Ces unités sont-elles réellement opérationnelles au moment précis où elles devraient l'être? Car un sous-marin mal entretenu, mal équipé ou mal utilisé
ne représente en réalité qu'une valeur stratégique très limitée. Pour achever ce panorama sur le terrain terrestre, il faut également parler des missiles Iskander. Leur portée reste relativement courte, mais ils sont réputés pour leur très grande précision. Leur fonction est claire, permettre des frappes ciblées contre des infrastructures stratégiques ou des bases adverses, et offrir ainsi à l'Algérie une capacité de réaction rapide en cas d'escalade. Sur le papier, l'inventaire impressionne. Su-34, Su-35, Su-57 annoncés, Su-75 envisagés, sous-marins de classe Kilo et missiles Iskander. Pourtant, il faut le rappeler avec force, la puissance réelle d'une armée ne se mesure jamais à la simple addition de ses équipements, même lorsqu'ils sont particulièrement sophistiqués. Ce qui détermine véritablement l'efficacité militaire, c'est la capacité de tous ces systèmes à fonctionner ensemble. C'est ici qu'entre en jeu l'interopérabilité entre les équipements russes et peut-être demain chinois. Il faut également prendre en compte la doctrine d'emploi, la formation des hommes et des femmes chargés de les utiliser, ainsi que la capacité logistique du pays à maintenir un effort militaire sur la durée. Mais une autre dimension ne doit pas être négligée. La manière dont cette montée en puissance est perçue à l'extérieur. Comment les pays voisins l'interprètent-ils, à commencer par le Maroc? Et comment est-elle observée par les Européens situés de l'autre côté de la Méditerranée? Y voient-ils une posture strictement défensive ou au contraire le signe d'une ambition plus agressive? C'est précisément là que se trouve tout le paradoxe de la sécurité. Ce qui est présenté par un pays comme une protection nécessaire peut être perçu par les autres comme une menace potentielle. C'est précisément sur cette cohérence globale que repose l'argumentaire officiel algérien. Selon cette vision, il ne s'agit pas d'accumuler des équipements militaires sans logique, mais de construire une véritable architecture de défense intégrée, capable d'assurer la dissuasion simultanément dans les airs, sur terre, en mer, dans le cyberespace et jusque dans le domaine de l'information. Chaque élément du dispositif occupe ainsi une fonction bien définie. Les Su-30 assurent la domination générale du ciel, les Su-34 prennent en charge les missions de frappe, tandis que les Su-35 protègent l'espace aérien. Le Su-57 doit quant à lui apporter des capacités avancées de furtivité et de brouillage électronique. En mer, les sous-marins Kilo sécurisent les approches maritimes, tandis que les missiles Iskander jouent le rôle d'avertissement dissuasif. L'objectif affiché d'un marin changé. Disposer de la capacité de répondre avec force sans jamais être celui qui déclenche le conflit. Autrement dit, montrer que l'Algérie peut riposter efficacement tout en affirmant que sa posture reste fondamentalement défensive. Mais derrière les considérations techniques et la stratégie militaire se trouve également un message politique presque existentiel, constamment repris dans le discours officiel. Les investissements massifs consacrés à l'armée nationale populaire ne sont pas seulement présentés comme des dépenses de défense, ils sont décrits comme un investissement dans la souveraineté, dans la dignité nationale et dans la sécurité future du pays. Selon cette doctrine, c'est le prix à payer pour qu'aucune puissance étrangère ne puisse un jour imposer ses décisions ou dicter sa conduite à l'Algérie. Cette rhétorique possède une force particulière car elle résonne directement avec l'histoire de la décolonisation et touche profondément la mémoire collective algérienne. Cette rhétorique ne suffit pourtant pas à évacuer la question essentielle. Au XXIe siècle, la souveraineté d'un pays peut-elle encore se mesurer uniquement à sa puissance de feu? L'indépendance ne dépend-elle pas également de la solidité de l'économie, de l'influence culturelle et de la capacité à affronter des défis globaux comme le changement climatique? À force de vouloir se protéger sur le plan militaire, un pays ne risque-t-il pas de s'isoler ou de prendre du retard dans d'autres domaines tout aussi déterminants pour son avenir? Car la souveraineté ne se joue plus seulement sur les frontières ou dans les rapports de force militaires. Elle se construit aussi dans les universités, les entreprises, la technologie, la diplomatie
et la capacité à peser sur les grandes transformations mondiales. La réponse qui se dégage de la doctrine algérienne actuelle reste néanmoins très claire. La sécurité militaire passe avant tout le reste. Elle est considérée comme la fondation sur laquelle doivent reposer toutes les autres formes de développement. Selon cette logique, sans un territoire inviolable et sans une autonomie stratégique garantie par la force, il devient impossible d'affronter sereinement les défis économiques, sociaux ou environnementaux. La puissance militaire est donc envisagée comme un préalable absolu, et non comme une priorité parmi d'autres. C'est un arbitrage permanent, un véritable pari stratégique dans lequel, face au contexte régional actuel, le risque sécuritaire est considéré comme plus grave et plus urgent que l'ensemble des autres enjeux. Retenons maintenant les éléments essentiels de cette doctrine algérienne de défense. La première leçon concerne la vision des relations internationales adoptée par Alger. Cette lecture est profondément réaliste, presque pessimiste. Elle repose sur une conviction claire. La sécurité se garantit par la force. L'indépendance se protège grâce à l'autonomie technologique, notamment vis-à-vis de l'Occident. Et la paix s'obtient par une capacité de dissuasion multidomaine, couvrant simultanément l'air, la mer, la terre, le cyberespace et le champ de l'information. La deuxième leçon porte sur le choix des partenaires militaires. La Russie, la Chine, l'Inde et le Pakistan n'ont pas été sélectionnés au hasard. Cette orientation traduit la volonté de ne dépendre d'aucun bouton étranger qui pourrait, en période de crise, être activé contre les intérêts algériens. Il faut toutefois le reconnaître, cette autonomie demeure relative, évolutive et jamais totalement absolue. Troisième leçon. Un arsenal aussi impressionnant soit-il ne possède aucune valeur stratégique réelle s'il ne s'intègre pas dans une architecture de défense cohérente. Les Su-30, les futurs Su-57 et Su-75, les sous-marins Kilo ou encore les missiles Iskander ne deviennent véritablement efficaces qu'à travers une doctrine d'emploi précise, des équipages correctement formés et une capacité durable de maintenance et de soutien logistique. La quatrième leçon concerne la perception extérieure de cette montée en puissance. La stratégie est assumée coûteuse, mais considérée comme vitale par Alger. Pourtant, même lorsqu'elle se veut strictement défensive, une accumulation de capacités militaires peut être interprétée comme une menace par les pays voisins. Elle risque alors d'alimenter une spirale de méfiance, voire une véritable course aux armements dans une région déjà fragilisée par les tensions entre le Maghreb, le Sahel et la Méditerranée. Enfin, la cinquième leçon est sans doute la plus fondamentale. Pour l'Algérie, aucun développement social durable ne peut exister sans souveraineté. Et aucune souveraineté ne peut être préservée sans une capacité de défense crédible. Ce choix engage donc l'avenir du pays pour plusieurs décennies. Sa réussite dépendra certes de la qualité des équipements acquis, mais également de la capacité de l'Algérie à évoluer intelligemment dans un environnement régional complexe. Le véritable succès de cette stratégie serait de parvenir à construire une force suffisamment crédible pour ne jamais avoir à l'utiliser réellement. Mes frères, mes sœurs, nous arrivons maintenant au terme de cette analyse. La dissuasion reste un art particulièrement subtil. Elle repose sur un équilibre permanent entre la crédibilité de la force et le risque de provocation. L'Algérie, elle a fait un choix clair. Celui de ne plus jamais se retrouver comme en 1962, privée des moyens nécessaires pour défendre sa liberté. Ce choix est coûteux.
Il alimente des débats parfaitement légitimes et soulève de véritables interrogations sur les priorités nationales. Mais il s'inscrit dans une vision cohérente, celle d'un pays qui refuse de remettre sa sécurité entre les mains de qui que ce soit d'autre que lui-même. Si cette analyse vous a permis de mieux comprendre la logique profonde de la doctrine de défense algérienne, alors je vous invite à faire 3 choses. Premièrement, abonnez-vous à Algérie Puissance et activez la cloche afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses consacrées à la montée en puissance militaire, économique et diplomatique de l'Algérie. Deuxièmement, partagez avec nous votre véritable opinion dans les commentaires. Face au contexte régional actuel, pensez-vous que la priorité accordée à la défense soit pleinement justifiée? Ou estimez-vous que les investissements du pays devraient être rééquilibrés autrement? Le débat reste ouvert et nous lisons chacun de vos messages. Troisièmement, partagez cette vidéo avec toutes les personnes qui s'intéressent sérieusement à la géopolitique algérienne et régionale. Car comprendre cette doctrine, c'est aussi comprendre une partie essentielle de la trajectoire que l'Algérie est en train de construire pour les décennies à venir. Prenez soin de vous. Vive l'Algérie libre et souveraine.